Salut tout le monde! On va commencer. Ça va bien? Super, moi aussi ça va bien. Je suis vraiment contente de vous présenter notre premier événement de la saison 2024-2025 de Bistro Brain. En plus, on commence en force avec une thématique vraiment intéressante, drogue et performance. Moi, j'adore quand Bistro Brain, on adresse là, des thématiques qui démontrent des mythes puis qui font référence à des sujets un peu plus tabous. Là. J'adore ça, donc je suis super contente d'animer cette soirée-là pour vous aujourd'hui. Mon nom, c'est Marie-Claudel, puis à part être votre animatrice pour la soirée, je suis aussi co-coordonnatrice du comité de Bistro Brain à Montréal. Donc, dans la salle... Donc, dans la salle, est-ce qu'il y en a qui c'est leur premier événement Bistro Brain ici? Yeah! Ah, il y a quand même pas mal de mains levées. Donc, je vais faire un petit tour d'horizon, là, savoir un peu qu'est-ce qu'on est, c'est qui ça, Bistro Brain, qu'est-ce qu'on fait. Donc, on est un OBNL de vulgarisation scientifique. Notre but, c'est de... mon Dieu, ça va bien aller l'animation, ça fait un petit bout que j'ai pas fait ça. C'est de diffuser la science à travers le plaisir. On organise notamment des événements comme aujourd'hui. C'est 4 présentations de 12 minutes suivies d'un 5 minutes de questions. Puis, on a aussi un podcast qui s'appelle La tête à Papineau. On donne des formations. Bref, c'est super agréable. Le but, c'est que ce soit le fun de parler de science. On est aussi une équipe super dynamique et engagée. Puis, d'ailleurs, il y a Florence et Cécile qui sont à l'accueil. Non, finalement, c'est Zacharia et Cécile qui sont à l'accueil. Puis, ils recueillent vos dons. On est une OBNL, donc chaque don peut faire la différence. Si jamais ça vous tente de donner pour l'organisme, vous pouvez aller les voir. Cette soirée-là est aussi organisée en collaboration avec le groupe de recherche sur le médicament comme objet social, le MEOS, avec le soutien du Fonds de recherche du Québec. Donc, au nom de toute l'équipe, merci beaucoup de rendre cette soirée-là possible au MEOS. Puis, je vais aussi demander à Joanne Collin de venir faire un petit mot au nom du MEOS avant de commencer les présentations. Bon, alors, bonsoir tout le monde. Bien, merci d'être ici. En fait, nous, c'est notre première aussi au MEOS. Donc, on remercie le Fonds de recherche du Québec, dans le fond, de nous avoir incité à travers un programme de subvention qui s'appelle Dialogue, de faire ce genre d'exercice-là, donc de dialoguer, en fait, avec la population à partir de nos travaux de recherche, ce qu'on va faire ce soir. Et bien, évidemment, on est très content qu'un organisme comme Bistro Brain existe. Franchement, c'est super intéressant. C'est pas un exercice auquel on est si habitué que ça, là, comme professeur. Moi, je suis professeur à l'université et tout. Et même si je suis habituée d'enseigner, là, de faire quelque chose qui soit à la fois festif et intéressant. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Donc, est-ce qu'on y va? On y va. Bon. Donc, en attendant tout ça, j'avais encore quelques petits trucs à dire. Fait que, Joanne, tu peux rester pas loin parce que la première présentation, c'est Joanne. Mais restez attentifs pendant les présentations. À la fin, on a un quiz. Donc, vous pouvez gagner des consommations gratuites là, si vous répondez bien aux questions que les présentateurs ont concoctées pour vous. Donc, sans plus tarder, je vais... merci encore à nos commanditaires, nos collaborateurs. Puis, maintenant, avez-vous hâte aux présentations? Promis, je leur passe le micro bientôt. Donc, notre première présentatrice, c'est justement Joanne Collin, sociologue, historienne et professeure à l'Université de Montréal. Joanne est aussi autrice de plusieurs ouvrages sur le médicament comme objet social. Elle dirige actuellement un projet de recherche sur l'usage des médicaments et autres substances pour répondre aux attentes de performance dans différents métiers. Ce soir, sa présentation s'intitule « Se dépasser, mais à quel prix ?» Donc, sans tarder, je lui passe le micro. Accueillez-la chaleureusement. Merci. Merci, Marie-Claudel. Est-ce que je peux avoir le... Oui, le pointeur. Pointeur. Ah, merci. Bon, alors... attendez. Excusez. Ouais. Bon, là, ça a brûlé une coupe de mes punchs, mais en tout cas,
Donc, comme disait Marie-Claudel, alors ce soir, je vous présente cette présentation, se dépasser, mais à quel prix, devenir performant dans les milieux de travail. Ceci est finalement issu d'un projet de recherche qui a été financé par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et qui vise à essayer de comprendre un peu c'est quoi la performance, en fait, dans nos sociétés et surtout, on va le voir dans certains domaines de travail en particulier, mais je pense que ça pourrait s'appliquer à beaucoup, beaucoup de domaines. Ce qu'on a creusé, donc, et comment, en fait, la consommation de certaines substances et médicaments a une influence sur la gestion, dans le fond, de cette performance. Alors, d'abord, est-ce que ça arrive à la fin d'une semaine très, très, très chargée? Est-ce que ça vous arrive de vous sentir comme... Oups. Non, ça ne marche pas. Ça s'en vient. Comme ça. Est-ce qu'à la fin d'une semaine, ça vous arrive de vous sentir comme ça ou encore comme ça? Donc, ne vous en faites pas, ça arrive vraiment à beaucoup de monde et donc ça m'arrive à moi aussi. Mais il y a des gens, en fait, qui, donc, pour résister aux pressions de la performance, vont prendre des substances, des médicaments pour mieux performer, pour mieux répondre aux exigences de leur travail. Donc, c'est ce qu'on appelle en fait les smart drugs. Alors, c'est quoi les smart drugs? Ce sont, dans le fond, des médicaments qui sont utilisés à des fins non médicales pour mieux performer au travail. Alors, moi et mon équipe de recherche, avec le co-chercheur Nicolas Devedec et puis Étienne, Morgane, Benjamin, on a travaillé donc sur 3 domaines spécifiques pour mieux comprendre en fait qu'est-ce qui se passait à ce niveau-là. Alors, le phénomène des smart drugs, c'est un phénomène qu'on connaît depuis, quand même, on en parle dans les médias depuis une bonne vingtaine d'années, mais c'est un phénomène qui est à la fois tabou et fort probablement répandu. On a des statistiques qui sont plus ou moins fiables, mais qui nous disent que ça peut aller jusqu'à 34% des étudiants, par exemple, en milieu universitaire, qui vont prendre des psychostimulants pour mieux performer, pour passer des nuits blanches, pour mieux se concentrer, pour boucler leur fin de session. C'est un phénomène qu'on a appréhendé, qu'on connaît un petit peu. Mais dans des domaines de travail, comme par exemple les experts en économie, il y a une étude qui disait que c'était 19% donc de ces experts-là qui prenaient des smart drugs pour fonctionner dans leur travail, et même 20% des chirurgiens, une étude américaine. Donc, phénomène qui est très répandu. Alors, nous, on s'est dit, on va se pencher sur 3 domaines particuliers et on va étudier, non pas les statistiques là-dessus, mais plus, on va faire des entrevues avec des personnes qui travaillent dans ces 3 domaines-là et aussi, on va analyser des forums de discussion de personnes qui travaillent dans ces domaines-là, discussions autour de leurs conditions de travail et leur usage aussi de médicaments pour performer. Et donc, on a choisi 3 domaines. Donc, comme je disais, ces 3 domaines qui sont universels, en fait, et qui sont très internationaux, en fait. Donc, les musiciens d'orchestre classique, les chefs cuisiniers et leur brigade, et finalement, les analystes financiers. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est quoi la performance, en fait? Parce qu'on parle de performance, on entend ce terme-là partout, mais en fait, c'est quoi la performance et qu'est-ce que ça veut dire dans ces différents domaines-là spécifiquement? Bon. Alors, en musique, la performance, c'est quoi? Bien, évidemment, ça se produit sur scène.
Donc, au sens littéral du terme, c'est une performance qui est devant un auditoire, donc devant un public, et qui est ponctuelle, donc lors d'une audition ou lors d'un concert. Et c'est vraiment quelque chose qui, on aura beau avoir pratiqué pendant des jours, des semaines, des mois, des années, c'est vraiment au moment de la performance que tout se passe et que le stress se déploie. La performance en cuisine, c'est complètement autre chose. C'est dans les coulisses. Si on prend cette espèce de métaphore de la scène, en fait, évidemment, les cuisiniers, ils sont dans les cuisines, on ne les voit pas, ils sont en dehors du regard des clients. Puis c'est une performance qui s'échelonne sur toute la journée, toute la soirée, qui est continue et intense, on va le voir. Finalement, les financiers, les experts en finance, la frontière, justement, entre la scène et la coulisse se brouille parce que les experts en finance, ils sont sous le regard de leur patron, sous le regard de leurs collègues, qui ne sont pas des clients, mais qui sont quand même des personnes qui scrutent leur capacité à financer et à performer. Et aussi, ce qui caractérise les financiers, les experts en finance, c'est que la frontière entre la vie privée et la vie de travail s'efface, en fait. Bon. Donc, ça, un peu, ça symbolise ça, c'est-à-dire que dans les grandes firmes d'analystes financiers, on organise le travail, mais on leur permet à ces financiers-là d'avoir accès à des gyms, d'avoir accès à des salles pour se reposer, d'avoir accès à toutes sortes de ressources qui font qu'ils vont être au travail finalement 24 heures sur 24 ou sur les lieux de travail, ils vont vivre sur les lieux de travail. Mais alors, vivre la performance, c'est quoi le stress de performance dans ces domaines-là? Alors, en musique, c'est un éternel recommencement. Donc, on n'a pas droit à l'erreur, en fait, parce que même si on est un musicien réputé, d'avoir un mauvais concert, ça peut jouer sur leur carrière, etc. Et en plus, on exige d'eux qu'ils soient, en fait, parfaitement en contrôle au niveau technique de leur instrument, de leur partition, etc. Puis en même temps, qu'ils expriment en fait leur art, leur sensibilité, leur émotion à travers leur instrument de musique. Et aussi, en fait, et ça revenait dans tous les discours, il y a une hantise de la fausse note, en fait. La fausse note, qui n'est pas la perfection, ça peut gâcher, ça peut faire toute la différence entre remporter un concours, se faire embaucher après une audition dans un orchestre ou pas, ou encore voir sa réputation un peu dégringoler parce qu'on n'a été pas aussi bon que les attentes par rapport à soi. Et en cuisine, alors, c'est complètement différent. Donc, c'est les cuisiniers, chefs cuisiniers, tout ça sont véritablement dans l'urgence continuelle. Alors, ceux qui ont vu la série là, Les Chefs à la télé, c'est un peu ce beat-là. C'est un feu roulant, en fait. Un travail qui est difficile, où il faut gérer à la fois le stress, mais en même temps, il faut gérer les blessures potentielles, donc se couper, se brûler, se blesser en transportant des choses difficiles. Et en même temps, il faut être précis, rapide, concentré. C'est un travail extrêmement complexe à ce niveau-là. Et il y a toute cette exigence de coordination au niveau de la brigade, en fait, parce que c'est quand même, dans une cuisine, une espèce de travail à la chaîne. Et s'il y a un chaînon qui ne marche pas bien, je veux dire, ça menace finalement le produit final. Finalement, les finances et les financiers, les experts en finance, leur bête noire, c'est vraiment le contrôle du temps. Donc, d'avoir des échéances qui tombent comme ça de manière impromptue, quelques heures d'avis, et qui fait qu'ils vont souvent, en fait, passer des nuits blanches. Donc, les nuits blanches sont fréquentes. Des horaires de travail de fou, en fait, des 70 à 100 heures de travail, surtout pour les nouveaux arrivants dans cette profession-là. Mais il faut toujours paraître performant, il faut toujours être frais comme une rose, il faut toujours avoir l'air
donc de ne pas être affecté par ce stress là, de performance et ces exigences de performance, et aussi parce qu'il y a énormément de compétition, en fait, même entre les collègues dans ce genre de travail-là. Alors, ceux qui ont vu la série Avant le crash, ça donne une petite idée de genre de dynamique qu'il peut y avoir là. Donc, alors maintenant, quelle substance pour quelle performance? Là, on revient en fait aux smart drugs et on va voir que dans le fond, c'est des substances très différentes parce que les exigences de performance sont différentes. Et donc, en musique, pour gérer le stress, oui, peut-être de la prière pour certains, mais surtout, bon, un travail psychologique et mental, recours à des experts, toutes sortes d'experts autour qui vont aider à mentaliser, à visualiser la performance sur la scène, mais aussi, alors le bêta-bloquant, les bêta-bloquants sont les smart drugs, donc qui sont les plus utilisés en musique. Donc, il y a une enquête qui disait que les musiciens d'orchestre classique, finalement, il y en a 70% qui prenaient des bêta-bloquants. Les bêta-bloquants, ça n'a rien à voir avec la musique. Ce sont des médicaments pour des problèmes cardiaques, mais pour les musiciens, c'est utile parce que ça enlève tous les signes de stress, en fait, les tremblements, la bouche sèche, ce genre de choses-là. Et donc, c'est très, très, très utilisé en musique. En cuisine, c'est le travail collectif sur soi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de substances qui circulent dans la cuisine, qui sont donc c'est les smart drugs de la cuisine, autant pour tenir le rythme pendant la journée, la soirée de travail, et autant aussi pour ensuite, avec le reste de la brigade, décompresser à la fin de la soirée, donc et aller fêter ensemble. Donc alcool, cocaïne, amphétamine, cannabis, il y a toutes sortes de choses là, qui circulent, mais qu'on pourrait considérer comme des smart drugs ici. Et finalement, en finance, bon, il y en a peut-être parmi vous qui ont vu le film Limitless. C'est un film qui est sorti il y a une dizaine d'années à peu près. Bon, cet écrivain raté qui tout à coup tombe sur une pilule magique qui transforme complètement sa vie, qui fait de lui un entrepreneur riche et prospère, et ainsi de suite. Et ça, c'est un peu le mythe de la finance. Étienne va peut-être en parler tout à l'heure. Et donc, là, chez les experts en finance, c'est vraiment chacun pour soi. On fait en secret, d'une certaine façon, même si tout le monde est au courant, sa propre gestion du stress et beaucoup à travers des substances, les smart drugs. Là, ce sont par exemple le modafinil. Encore une fois, modafinil, là, c'est un médicament pour contrer la narcolepsie, donc des personnes qui dorment tout le temps, qui s'endorment. Et alors, on peut imaginer, le modafinil, c'est super utile pour passer des nuits blanches sans être impacté par le manque de sommeil. Donc, modafinil, les psychostimulants, concerta, Ritalin, ce genre de choses pour se concentrer beaucoup et pendant très, très longtemps, le jour, la nuit, etc. Les microdoses de psychédéliques, depuis quelques années, bon, ça commence à être de plus en plus la mode pour la créativité, dirait-on. Peut-être pas, mais et les nootropiques, bon, Étienne va peut-être en parler aussi. Je ne vous expliquerai pas c'est quoi maintenant. Et donc, alors, malgré le fait que ce soit des domaines complètement différents, il y a vraiment des choses qui ressortent et qu'ils ont en commun. Il y a 3 grands éléments qui reviennent dans tous les discours, dans le fond, qu'on a analysés. Alors, le premier, c'est de jamais dévoiler ses faiblesses, de crainte d'être exclu. Donc, si on est musicien et qu'on n'arrive pas à gérer son tract, peu importe la façon dont on va réussir ou pas à le gérer, on n'est pas un vrai musicien, on n'a pas de raison d'être là, on n'est pas à sa place. Et ce discours-là, on le retrouve aussi par rapport aux 2 autres domaines. Ensuite, toujours viser le dépassement, la perfection. Alors, rappelez-vous, la fausse note, c'est quelque chose d'inadmissible. Donc, il faut toujours viser le dépassement dans tous ces domaines-là et finalement, s'adapter plutôt que changer le monde. Et ça, c'est vraiment important, c'est que dans le fond, il y a
c'est très, très rare dans tous les discours qu'on a analysés qu'on remet en question des conditions de travail ou des conditions de pression à la performance et à la productivité qui sont peut-être exagérées. Au contraire, dans le fond, on considère que ça fait partie de l'identité du travail et les personnes vont plutôt s'adapter et adapter leur corps, finalement, entre autres en prenant des médicaments de ce type-là, qui ne sont pas sur le marché pour cette finalité-là, mais dans le fond, qui vont aider à performer. Donc, pour terminer, en fait, moi, j'ai une question, peut-être que je peux vous lancer. Est-ce que, selon vous, l'usage des smart drugs, c'est du dopage ou pas? Et qu'est-ce que vous en pensez? Alors, merci. Merci, Joanne, pour cette belle présentation. Donc, moi, je vais passer mon micro à Zacharia, qui va pouvoir circuler dans la salle si vous avez des questions pour Joanne. Je vous invite à lever la main là, pour participer à cette discussion-là. Voilà. Bonjour, merci pour cette présentation. Bien, juste pour faire du pouce sur la dernière question, personnellement, je ne connais pas la définition de dopage, mais j'ai l'impression que ça fait partie de la même famille là, de hausseur de capacité, un peu comme les sportifs, mais ma question touche un autre volet. Là. Je m'intéresse beaucoup aux élèves du secondaire, puis je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'étudier les jeunes, disons entre 12 et 18 ans. Là. Est-ce que vous savez si les jeunes secondaires font aussi usage de drogue de performance pour réussir des cours critiques, par exemple sciences physique, maths au secondaire, en fin de secondaire, ou même plus tôt encore. Donc moi, c'est ma préoccupation. Là, je sais que ça commence de plus en plus jeune. Donc j'aimerais vous entendre là-dessus si vous avez... Bien, merci pour la question. En fait, il n'y a pas beaucoup d'études qui... il n'y a vraiment pas beaucoup d'études qui regardent ces populations-là, en tout cas ici au Québec. Mais on peut penser que dès le collégial, les études américaines, dans le fond, c'est à la fois l'universitaire, le collégial, puis peut-être même avant. Dans le fond, il y a des pratiques d'usage. Et parce qu'à l'université, ou en tout cas au niveau de l'enseignement, c'est beaucoup les psychostimulants donc, qui sont utilisés, le concerteur italien, etc. Puis ça circule beaucoup parce qu'il y a aussi beaucoup de prescriptions qui sont destinées à des personnes qui ont un diagnostic de troubles de déficit d'attention. Ça, on a vu une hausse vraiment très importante des diagnostics de troubles de déficit d'attention. Et ce que des études nous montrent, c'est que les personnes donc, qui s'en font prescrire et qui sont étudiants ou étudiantes, souvent, dans le fond, ils peuvent prendre des vacances thérapeutiques, comme on appelle, c'est-à-dire la fin de semaine, ne pas prendre leurs médicaments et les distribuer d'une certaine façon à leurs amis ou tout ça. Et donc si on regarde les statistiques de diagnostic de TDAH, même au secondaire et tout, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc, je pense qu'on peut penser, je n'ai pas de chiffres spécifiquement, mais que la circulation de ces médicaments-là est facile. De toute façon, ils sont très faciles d'accès. Ça coûte pas cher. Et donc, ça encourage, en fait, ce genre de pratique-là. Et ça la banalise aussi. Allô, merci pour la belle présentation. Ma question, c'était, est-ce que, quand vous parlez de drogue de performance, vous différenciez entre des substances obtenues illégalement et des substances obtenues légalement? Parce que, par exemple, je sais que les bêta-blockers peuvent être prescrits pour de l'anxiété de performance pour des musiciens, etc., ou, comme tu dis, les psychostimulants, ils peuvent être prescrits pour, dans le fond, la performance dans certains domaines ou quoi que ce soit. Bien, en fait, déjà, parler de drogue de performance, c'est un peu inclusif, médicaments et autres substances, là. Mais effectivement, dans le fond, il y a des gens qui ont, par exemple, tu disais, là, des prescriptions pour l'anxiété de performance, mais en fait, ce n'est pas un diagnostic, c'est pas
un diagnostic spécifique, cette chose-là. Fait qu'il y a une frontière qui est un peu fragile entre est-ce qu'on est en train de médicaliser quelque chose ou pas? Tu sais, par exemple, par rapport aux musiciens, mais là, Benjamin va sûrement en parler, mais tu sais, est-ce que le fait d'avoir de la difficulté à gérer son trac avant une présentation, avant un concert ou tout ça, c'est une maladie, ça devrait être médicalisé ou pas, tu sais? Fait que cette question-là, elle se pose constamment. Puis il y a effectivement, là, ça dépend des pratiques de prescription. Il y a plusieurs musiciens, par exemple, qui ont une prescription, mais je veux dire, ce médicament-là, les bêta-bloquants, ils sont commercialisés, ils sont sur le marché pour traiter des problèmes cardiaques, pas pour traiter ce genre de choses-là. Est-ce qu'on est en train d'étirer l'élastique, tu sais, pour englober là-dedans des problèmes? Est-ce que c'est des habiletés qu'on devrait exiger, celle d'être capable de gérer son tract ou son stress avant une performance, ou est-ce qu'on devrait considérer que c'est un problème médical et puis qu'il faut le gérer avec des médicaments? Tu sais, tout est ouvert, en fait. Moi, j'aime pas trop, personnellement, parler de dopage. Je pense que c'est plus complexe que ça, mais c'est une bonne question parce que ça met le doigt sur cette espèce de flou, là. Super. On va revenir de la période de questions. C'était malheureusement... Donc comment j'en suis arrivé à étudier les drogues? Parce que j'ai rencontré Joanne, qui avait besoin de quelqu'un pour l'aider dans ce travail-là. Mais au départ, je suis arrivé en anthropologie de la santé parce que j'étudie la démocratie. Et en fait, dans les milieux hospitaliers, vous avez beaucoup d'enjeux démocratiques sur la prise de décision qui sont hyper intéressants, qui sont comme un espèce de petit laboratoire social. On peut voir la manière avec laquelle les gens communiquent et la manière avec laquelle cette façon de communiquer, elle crée des malentendus. Et c'est ça qui m'intéresse. J'espère. Bon, une petite transition technique. Moi, c'est Alexis, je suis directeur de Bistro Brain. Faire un peu une historique, comme MC l'a fait tantôt, mais en plus en détail. Bistro Brain, ça vient de Sherbrooke. Puis on veut vraiment vous remercier d'embarquer dans l'aventure parce que faire un comité dans une ville externe comme Montréal, avec toute son offre culturelle, c'est vraiment tout un défi. Puis cette année, on voulait vraiment redoubler l'ardeur. Nos bénévoles sont allés faire du tractage à l'UQAM. On a payé même une grosse compagnie comme Facebook pour nous faire la publicité. Donc, on est vraiment content que vous soyez là. Et vous croyez à la mission de diffuser la science à travers le plaisir. J'ai-tu besoin de parler encore? Même pas? Hey, wow! Fait que, lors de la transition. Bonne présentation! OK, on est bon? Let's go. Bon, bonsoir à tous, merci d'être venus. Effectivement, comme Joanne vous en a un petit peu parlé, moi je vais essayer de me concentrer sur un métier en particulier pour vous parler de stress. Et ce métier-là, ça va être le métier de musicien classique professionnel. Alors, quand on pense à la musique classique, qu'est-ce que ça nous évoque en général? On peut penser à un style de musique qu'on aime prétendre aimer, mais que des fois on n'écoute pas forcément. Sinon, on peut s'imaginer que c'est un style de musique qui est un peu réservé à une démographie particulière. Par exemple, des gens un peu plus âgés ou des gens qui ont un statut socio-économique qui est plus élevé que la moyenne. Mais également avec la musique classique, il y a tout un imaginaire romantique qui vient. C'est-à-dire qu'on a cet orchestre, on a ce chef d'orchestre, des beaux habits, on a un décorum, et ça fait tomber un peu le musicien dans cet imaginaire romantique de l'artiste. Mais quand on quand on discute, comme on a pu le faire nous, avec des musiciens, on réalise qu'en fait, on découvre plus qu'un art, un métier aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est très très intense, très éprouvant, et ces musiciens, ils ont simultanément cette espèce de façade romantique à maintenir, et en même temps un très haut niveau de performance. Et donc, quand on va à un concert, excusez-moi, on se retrouve effectivement face à tout cet imaginaire romantique. Notre décorum, il est là. Notre chef d'orchestre, il est là. Nos musiciens qui ont l'air vraiment exceptionnels sont là aussi. Le public est là. Éventuellement, à votre droite, vous aurez sûrement quelqu'un qui est en train de faire une sieste.
Mais il y a des nouveaux acteurs qui sont invités un petit peu sur cette scène, et ces nouveaux acteurs, c'est des experts de la santé, donc de la santé des musiciens. Vous avez des physiothérapeutes, vous avez des psychothérapeutes, des experts en bien-être physique et mental, qui accompagnent les musiciens dans leur préparation de leur représentation. Alors évidemment, on ne les voit pas sur scène parce qu'ils travaillent généralement en amont, donc avant la représentation pour la préparer. Mais il y a un autre acteur qui s'est invité sur scène qui, lui, est bien présent mais qu'on ne voit pas. Et cet acteur-là, écoutez, c'est une petite pilule dont Johan a mentionné le nom tout à l'heure, c'est les bêta-bloquants. Alors là, pour vous donner un peu une idée, aujourd'hui, quand vous allez regarder un concert sur 100 musiciens, potentiellement, vous avez 9 fois plus de musiciens qui sont montés sur scène après avoir consommé un bêta-bloquant qu'il y a 30 ans. Donc c'est un phénomène qui s'est vraiment beaucoup généralisé. Dans les performances orchestrales, pas tant que ça, au sens où vous allez avoir parfois 40% des musiciens qui en prennent, mais c'est surtout pendant les auditions. Là, vous avez quasiment 9 personnes sur 10 qui vont en consommer. Les auditions, c'est le moment où vous essayez de gagner votre place pour avoir une job. Alors comment est-ce que cette pilule elle se retrouve sur scène? On va essayer de voir ça ensemble, et on va aussi essayer de voir un peu ses effets. Alors avant, on a besoin d'un petit peu de contexte. Pour essayer de comprendre comment cette pilule elle arrive sur scène, il faut savoir ce que c'est aujourd'hui être un bon musicien. Puis aussi, on va un peu parler du stress, comment il se manifeste dans la vie, dans le quotidien du musicien. Et puis après, on va voir un peu les deux grandes approches ou les deux grandes options qu'il a à sa disposition pour essayer de le gérer. Donc d'abord, c'est quoi être un bon musicien? En fait, le musicien, il a un peu comme deux exigences à respecter. Une exigence de compétitivité d'un côté, et puis une exigence par rapport à la musicalité. La compétitivité, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un milieu qui est hyper concurrentiel. Pour se faire une place dans ce monde-là, il y a beaucoup de concurrence. Et vous avez besoin de vous distinguer parmi des gens qui se distinguent déjà. Donc vous avez besoin d'être exceptionnel au milieu de gens exceptionnels. Et ça, évidemment, c'est pas évident. Et puis pour la partie musicalité, vous le savez, quand on écoute de la musique et qu'on trouve que la musique est belle, on a une relation très subjective à la beauté de la musique. Mais aujourd'hui, il domine une espèce de subjectivité dans le milieu de la musique classique qui associe justement la maîtrise technique de votre instrument avec le fait de bien jouer. Et donc, nos musiciens ils vont avoir besoin de maîtriser leur corps pour faire des gestes extrêmement subtils, extrêmement précis, extrêmement clairs. Et c'est ça qui est extrêmement difficile, en fait. Oui, donc la musicalité, excusez-moi. Et donc, ce contexte-là, ça va amener beaucoup de pression physique et mentale sur les épaules de notre musicien. Et donc, on va voir un peu comment est-ce qu'il arrive à la gérer. Et c'est généralement dans l'espace de gestion de cette pression-là que le bêta-bloquant il va venir se loger. Alors, quand on parle de stress, qu'est-ce qu'on peut en dire? En fait, c'est très simple. Comment il se manifeste? Généralement sur scène. Donc, on va avoir des tremblements, on va avoir des soucis pour respirer, on va avoir le rythme cardiaque qui s'accélère, des trous de mémoire, on va éventuellement aussi faire des crises de panique parfois, où on va figer, on ne va plus réussir à jouer du tout. Mais ce stress, malheureusement, il ne s'exprime pas que sur scène, il peut s'exprimer aussi dans le quotidien des musiciens. Et quand on a discuté avec eux, vous en avez qui vous expliquent qu'ils sont extrêmement anxieux, même quand ils s'entraînent chez eux tout seuls. Et à cause de ça, ça implique pour le musicien de faire un énorme travail sur lui-même pour essayer de conjurer le stress. Et là, vous avez comme deux grandes approches. La première, c'est d'essayer de s'oublier, c'est-à-dire de repousser un petit peu le stress, d'essayer de le relativiser. Et puis là, par exemple, en utilisant l'humour, ce qu'on va voir après. Et puis également, vous pouvez explorer ou accueillir le stress pour essayer de le comprendre. L'idée étant qu'en le contrôlant, vous allez réussir un peu à le maîtriser et à minimiser son impact sur vous. Alors du côté de l'humour, je m'excuse pour le montage, mais il y a beaucoup de blagues de musiciens. Par exemple, ils vont essayer de tourner en dérision des demandes de la part de compositeurs qui sont complètement inconsidérés. Ici, vous voyez que finalement c'est un pied, alors que c'est supposé être un accord que vous faites avec votre main gauche. Ici aussi, évidemment, mais c'est en référence au même compositeur. Excusez-moi. Ici, vous avez de l'humour où on tourne en dérision le fait que pour beaucoup de musiciens, effectivement, leur destin, alors qu'ils ont une trajectoire, un apprentissage, et puis qu'ils ont fait le conservatoire, qu'ils sont tous excellents, mais pour beaucoup d'entre eux qui n'obtiennent pas un poste dans un orchestre, ils sont destinés à une vie relativement précaire pendant assez longtemps. Et puis ici, vous voyez encore une fois, c'est ce stress qui est ce compagnon de route de notre musicien et qui est tourné en dérision ici avec Marcus qui porte fièrement ses 27 ans. Également, j'ai un petit fun fact pour votre quiz tout à l'heure. Est-ce que vous saviez que quand on joue d'un instrument avant, justement, votre dentition a un rôle à jouer dans le potentiel que vous avez pour exploiter l'instrument? Et donc, pour les musiciens, décidément,
pour les musiciens qui font un instrument avant, d'avoir les dents super alignées, super symétriques, ce n'est pas nécessairement très bon pour exploiter 100% de leur instrument. Et donc vous avez besoin d'avoir des dents asymétriques. Puis là-dessus encore, les musiciens ils vont faire des blagues, par exemple en disant qu'ils aimeraient se refaire faire les dents sur la base du moulage des meilleurs instrumentistes. L'autre approche, c'est l'approche qui est un peu dominante aujourd'hui, donc je l'évoquais tout à l'heure, d'essayer d'approfondir un petit peu sa connaissance du stress pour travailler sur soi au quotidien. Et c'est là que tous les acteurs que j'évoquais en introduction, ils vont arriver dans le paysage. Vous avez des gens qui vont être capables de vous accompagner, par exemple, pour travailler votre posture. Vous en avez qui vont vous apprendre à développer votre, votre plan d'entraînement à l'instrument. Vous en avez qui vont vous aider à gérer votre carrière, pardon. Puis évidemment, vous en avez beaucoup qui essaient de discuter de ce stress ou de cette anxiété de performance. Ils vous vendent par exemple des cours en ligne, vous avez des podcasts qui sont disponibles là-dessus. Et ce qu'on a envie de retenir avec ça, en fait, c'est que vous avez tout un réseau d'experts qui se déploie autour de notre musicien. Et les musiciens professionnels aujourd'hui, avec les sportifs de haut niveau, c'est la profession pour laquelle vous avez la plus grande gamme justement d'experts dédiés à la gestion de sa santé. Et donc, vous avez un peu cette impression que dès que vous avez un problème, vous avez un expert qui va être là pour vous, et vous êtes complètement englobé et recruté dans une espèce d'économie de la santé. Et ce qui est très important à partir de là de comprendre, c'est que notre musicien, il va utiliser ces techniques-là, il va aussi essayer de relativiser, et ça va comme joncher son quotidien, mais parfois ça ne suffit pas. C'est-à-dire que quand il va monter sur scène, il va continuer d'être extrêmement stressé, il va continuer de figer, il va continuer de faire des crises de panique, et à partir de là, c'est dans ce contexte-là que le bêta-bloquant, ça devient une option à laquelle il va penser. Donc c'est bien loin de l'idée qu'en fait, on va prendre le bêta-bloquant par souci de facilité ou pour prendre un raccourci. Généralement, ça arrive alors que le musicien il met déjà en pratique tous les conseils qu'il a reçus autour de lui et qu'il a déjà aussi essayé de repousser un peu le stress en relativisant. Et donc notre pilule, elle arrive maintenant. Et donc qu'est-ce que c'est qu'un bêta-bloquant ? Pour en parler, on va penser à notre ami Sir James White Black. Ça, c'est le monsieur qui a inventé le bêta-bloquant en 1960. Et effectivement, comme Joanne l'a dit, il n'a pas du tout pensé aux musiciens quand il a fait ça. Lui, ce qu'il voulait, c'était aider les gens qui ont des problèmes cardiaques. Parce qu'en fait, c'est ça que ça fait, notre bêta-bloquant. Je vous mets d'autres petites images de lui quand même, parce qu'il a aimé poser avec son prix Nobel, et puis aussi, je pense qu'il a aimé se faire peindre. Mais en fait, ce monsieur donc, essayait d'adresser les problèmes cardiaques des gens, mais on a découvert qu'il y avait d'autres effets au bêta-bloquant. C'est-à-dire qu'en plus de réguler votre rythme cardiaque, de diminuer éventuellement votre rythme cardiaque ou d'empêcher votre cœur de s'emballer, ça va inhiber vos émotions. Donc l'intensité des émotions que vous allez vivre, elle va être complètement diminuée. Et ça va vous permettre un peu de vous oublier ou d'être dans un état un peu second. Et ça, pour notre musicien, c'est vraiment génial. Parce que d'un côté, le bêta-bloquant, il va supprimer les symptômes du stress. Donc vous n'allez plus avoir de problème de rythme cardiaque, plus de tremblement, plus de panique. Mais en plus, ça va garder un petit peu loin toutes les pensées intrusives qui pourraient déclencher en vous de la panique. Et ça lui permet en fait de réaliser cette espèce d'utopie qui associe la musicalité avec la maîtrise technique. Parce qu'au lieu d'être un musicien qui joue d'un instrument, vous devenez l'instrument au service de votre orchestre, au service de la musique et donc au service du public. Donc c'est un symbole très fort qui va en fait justifier un peu le côté séduisant du bêta-bloquant, mais parfois non. Si on observe le bêta-bloquant au-delà des effets qu'il a sur scène, il y a plein de choses qui sont révélées, qui sont hyper intéressantes. D'abord, il faut savoir que le rapport du musicien au bêta-bloquant, il est très crispé. Encore aujourd'hui, c'est quand même assez tabou. On a beaucoup de mal à en parler. Et généralement, quand on parle, c'est sous couvert d'anonymat. Et on va vous dire, oui, effectivement, il y a beaucoup de bêta-bloquants dans notre domaine. Oui, tout le monde le sait. Mais moi, j'en prends pas. Par contre, je connais quelqu'un qui en prend. Et c'est comme ça que la discussion sur le bêta-bloquant commence. C'est beaucoup des savoirs informels, beaucoup de bruits qui courent ou de rumeurs qu'on a essayé de collecter pour avoir une meilleure idée du paysage. Un autre point qui est important, c'est que le bêta-bloquant, c'est un peu le symbole d'un glissement dans le rapport à la consommation de substances de la part des musiciens pour gérer leur performance. Historiquement, ils buvaient beaucoup d'alcool pour essayer de contrôler un peu leurs nerfs. Mais dans les années 80 et 90, c'est là que vraiment le bêta-bloquant va un peu le supplanter. Pourquoi ? Parce que c'est beaucoup plus efficace. Si vous voulez un peu la comparaison, quand vous buvez de l'alcool, ou plutôt quand vous jouez sous l'influence de l'alcool, vous pouvez vous sentir bien, mais vous n'allez pas très bien jouer. Par contre, quand vous prenez un bêta-bloquant, vous ne sentez rien, mais vous jouez bien. L'autre point qui est important, et je pense qu'il fait écho à la question de Joanne, c'est que le bêta-bloquant, ça ne fait pas mieux jouer. Donc est-ce que c'est quelque chose qui vous permet de vous doper ? C'est vraiment pas certain. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le bêta-bloquant, ce que ça va vous permettre de faire, c'est jouer comme vous savez jouer. Point final. Également,
c'est dans certains cas, vous allez même moins bien jouer que d'habitude, parce que votre stress, comme il touche aussi votre quotidien, ben vous vous retrouvez dans une situation où votre alimentation elle va être altérée, la manière avec laquelle vous vous reposez, votre sommeil, la manière avec laquelle vous vous entraînez, tout ça va venir un peu perturber votre préparation, et donc vous pourrez monter sur scène avec un bêta-bloquant, mais éventuellement, vous ne jouerez pas au maximum de vos capacités. Et enfin, comme je vous disais, le bêta-bloquant, c'est surtout utilisé pendant les auditions. Et pendant les auditions, c'est quasiment tous les musiciens qui vont en prendre. Ce qui fait qu'à partir de là, quand vous prenez vous-même un bêta-bloquant, en fait, vous n'êtes pas en train d'avoir un avantage concurrentiel sur vos rivaux, mais simplement vous essayez de vous donner la chance de rester dans la course. Et c'est pour ça que la question du dopage, elle doit être un peu nuancée ici et que l'analogie, elle ne marche pas complètement. Et enfin, j'aimerais aussi évoquer une dernière conséquence, c'est qu'en fait, le bêta-bloquant, il vient avec plein de représentations sociales, justement. Quand on parle avec les musiciens, ils sont très compréhensifs à l'égard de personnes qui consomment des bêta-bloquants, mais en bout de ligne, on finit toujours par retomber un peu sur l'idée qu'un bêta-bloquant, c'est un peu facile, c'est un peu de la triche, et que, à la limite, les personnes qui obtiennent une job alors qu'ils consomment des bêta-bloquants, ben, ils ne mériteraient pas leur place. Et ça crée un stigmate, et ce stigmate, en fait, le consommateur, il va le vivre un peu en silence. Et il va finir par, d'une certaine manière, développer un sentiment de honte, et c'est son estime de lui-même qui va être attaquée, parce qu'encore une fois, le socle de son identité, c'est vraiment la perfection. Et donc, si on associe le bêta-bloquant au fait, d'une certaine manière, d'avoir une faiblesse ou de ne pas avoir réussi à travailler sur soi, eh ben, oui, on a maintenu la performance sur scène, mais notre socle identitaire et notre estime de soi, ben, en silence, elle va s'abîmer. Alors aujourd'hui, et c'est là-dessus que je vais vous laisser, où est-ce qu'on est ? Ben, il faut savoir que dans le milieu de la musique, justement, il y a des musiciens qui comprennent que le fait que la discussion sur le bêta-bloquant soit tabou, ça peut être un problème, et donc ils essaient de lutter contre ça. Leur stratégie, c'est le coming out, c'est-à-dire que vous avez des musiciens qui ont une belle carrière derrière eux, ou qui sont bien implantés, une belle réputation, qui vont publiquement déclarer être des anciens consommateurs, ou encore consommer des bêta-bloquants. Et l'idée pour eux, c'est justement de lever ce tabou-là, dans l'espoir que toutes les personnes qui consomment des bêta-bloquants, mais qui ont de la difficulté avec leur estime d'eux-mêmes, ils puissent un petit peu voir une porte de sortie ou un espace dans lequel ils pourraient partager leur expérience. Alors il faut faire attention, puis c'est là que Joanne vient avec l'équipe, parce que parler de quelque chose, ce n'est pas nécessairement progresser. Comme elle a dit, des fois, parler de quelque chose, c'est aussi normaliser. Donc il faut faire attention à la manière avec laquelle on discute du bêta-bloquant, et peut-être essayer de justement se distancer de cette idée de savoir si telle ou telle molécule c'est un produit dopant ou pas, et finalement de questionner la valeur qu'on donne nous-mêmes à la performance, justement, au fait de ne pas avoir de faille, au fait d'être parfait dans notre société. Et pour ça, les musiciens, c'est un super exemple, et ils sont hyper inspirants parce qu'ils nous montrent un peu la voie des gens qui ont un peu tutoyé comme ça la perfection, mais dont on voit que les effets parfois sont assez délétères. Merci beaucoup. Merci, Benjamin. C'était super intéressant. Donc, je vais circuler dans la salle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Merci. Moi, j'avais en fait deux questions. La première, c'est est-ce que vous avez, de manière générale, dans toutes les études qui vont être présentées, parlé à beaucoup de gens différents ou des membres d'un seul orchestre ou de plusieurs? Puis l'autre question, c'est est-ce qu'il y a un lien avec l'expérience, la quantité de métabloquants consommés? Est-ce que ça a un lien avec l'expérience? C'est-à-dire, est-ce que quelqu'un qui est très expérimenté, qui va beaucoup sur scène, est-ce qu'il va moins en consommer parce qu'il se connaît mieux? Ou au contraire, est-ce qu'il en consomme plus pour s'assurer de rester au niveau? Ouais. La deuxième question, c'est quelque chose qui est assez difficile à voir, c'est un peu ambigu, parce que justement, vous avez des musiciens qui, dans la première partie de leur carrière, souffrent assez peu de l'anxiété de performance et déclarent en fait qu'ils commencent à être stressés ou à la vivre au quotidien au moment où justement ils ont fait leurs preuves, parce qu'avec le fait d'avoir fait leurs preuves, démarrent en fait des attentes, et ils ont envie de rester à la hauteur de ces attentes. Donc la trajectoire en fait de consommation du bêta-bloquant, c'est très variable. Le point sur lequel moi je voulais insister, c'était que ce n'était pas une consommation qui était irréfléchie, mais ça peut arriver généralement, c'est difficile à dire. Parmi les personnes qui nous ont répondu, vous avez des gens, ça a été la première audition de leur vie. Il y a quelqu'un qui, le jour de l'audition, qui est venu les voir, qui leur a filé un bêta-bloquant, ils l'ont pris, ils ont joué avec. Il y a d'autres gens, la consommation, elle va être on-off. Pendant un temps, ils vont en consommer. Pendant un temps, ils ne vont pas réussir à en consommer.
Pendant un autre temps, en fait, ils vont être obligés d'en consommer, par exemple, même quand ils s'entraînent chez eux, parce que sinon ils n'arrivent pas, ils tremblent, ils n'arrivent pas à jouer. Donc il y a une relation en fait à la pilule elle-même qui est variable, qui est très individuelle. Et nous, on n'a peut-être pas assez d'entrevues ou assez d'exemples pour établir des tendances claires. La seule tendance claire que j'ai voulu partager avec vous, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est pris en isolation des autres méthodes de gestion du stress. Et la première question, c'était Pardon, merci. Combien de personnes et est-ce que vous avez interrogé des musiciens dans plusieurs orchestres On a utilisé la méthode comme boule de neige, c'est-à-dire que quand on rencontrait un musicien, on lui demandait des contacts. Fait que là, il y a un petit biais parce qu'on se retrouve un peu à discuter avec des gens qui peuvent appartenir au même réseau. Mais sinon, globalement, oui, on a discuté avec des musiciens de différents orchestres. On a discuté avec des musiciens qui ne sont pas dans des orchestres, mais qui sont par exemple dans des quatuors, etc. On a discuté aussi avec des musiciens qui font du jazz, parce que généralement, c'est des études en interprétation qui sont parallèles à ceux du classique, donc on voulait aussi voir ce que ça donnait. On a discuté aussi avec des psychologues pour avoir leur avis là-dessus, pour savoir comment est-ce que justement tout ce réseau d'acteurs dont j'ai parlé, il abordait la question du bêta-bloquant. Fait qu'on commence à avoir quand même une espèce de cartographie assez globale et assez intéressante, je pense pertinente aussi pour cette étude. Et les forums de discussion, excusez-moi. J'avais pas été recruté à cette époque-là, c'est pour ça que j'en parle pas. T'as-tu déjà vu des musiciens genre arrêter de prendre du métoprolol puis comment ils se sentaient genre face à ça? Ou t'en as pas parlé ou Non, on m'en a parlé. C'est juste que on peut pas évoquer une addiction au propranolol par exemple, ou du coup un syndrome de manque une fois qu'on n'en prend pas. C'est vraiment une valeur très contextuelle qu'on va donner à la pilule, qu'on utilise un peu pour se protéger et qu'avec l'habitude en fait, de l'utiliser, on va continuer à l'utiliser parce qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire sans. Donc effectivement, dès qu'on s'arrête, c'est qu'on est généralement dans un espace mental où on est prêt à essayer, puis ça va durer un temps, des fois on n'en reprendra plus jamais, puis des fois on va en reprendre, mettons, des années après. Mais de toute façon, je dirais que le musicien, il n'est pas laissé seul là-dedans quand il a envie de s'arrêter, parce que vous en parlez en fait à d'autres musiciens avec lesquels vous êtes très très proches, et comme je vous disais encore une fois, c'est vraiment pas rare d'avoir des musiciens qui font par exemple une psychanalyse en même temps qu'ils font leur carrière, ou qui ont des contacts avec des experts là-dedans. Yes. Oui. Tu l'as brièvement abordé en répondant à l'autre question, mais je m'interroge sur la provenance des bêta-bloquants. Est-ce que c'est plutôt dans le milieu, ça circule, puis c'est donné entre eux? Est-ce que c'est toi qui vas aller chercher dans une source extérieure? C'est vraiment qui initie ça dans le fond? En fait, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que oui, le bêta-bloquant, c'est pensé pour les maladies cardiaques, mais en fait, depuis les années 80-90, il y a eu un gros push, il y a eu des gros travaux qui ont été faits justement du côté des psychothérapeutes et des psychiatres. Et le bêta-bloquant, il est aussi prescrit pour des cas d'anxiété sévère. Parce que tous ces événements, en fait, tous ces éléments en fait, qui vont inhiber les émotions, ils sont intéressants. Pourquoi ? Parce que quand on fait de l'anxiété sévère, vous avez un espèce de cercle vicieux où vous finissez par être anxieux d'être anxieux. Et donc vous n'arrivez pas à sortir de cette boucle-là. Et le fait de prendre un bêta-bloquant, ça va mettre un peu en pause vos émotions pour vous donner un moment dans votre journée où vous allez arrêter d'y penser. Et donc, conjointement à une psychanalyse, enfin une psychothérapie par exemple, ça peut vous aider. Donc, vous allez voir des gens qui peuvent le prescrire et ils vous donnent les prescriptions, puis éventuellement, vous pouvez la faire circuler de musicien à musicien. Donc, c'est initialement toi-même qui cherches à aller chercher cette consultation-là, tu te fais recommander ce médicament-là pour la performance. Tu peux te le faire recommander. Alors, on ne va pas dire pour la performance, mais on va dire contre l'anxiété. C'est ça, mais c'est par des voies... C'est ça, mais sinon, globalement, il y a aussi beaucoup de gens qui arrivent à la consommation de bêta-bloquants parce que c'est un ami qui leur donne. C'est ça. Les deux marchent. Ouais. Merci. Merci beaucoup. C'est malheureusement tout le temps qu'on avait pour les questions. Par contre, à la fin de l'événement, il va y avoir, après la troisième présentation, au fond, il va y avoir une séance de questions un petit peu plus longue où est-ce que vous pourrez poser vos questions. Donc, je vous invite à les noter, à les garder en tête pour plus tard. Merci beaucoup, Benjamin. Merci à vous. Super. Donc, ça va être le temps de prendre une petite pause maintenant. En ce moment, il est 7h09. Donc, on revient à 19 dans 10 minutes pour poursuivre avec notre dernière, mais non la moindre présentation. Donc, voilà, bonne pause. On va reprendre tranquillement. La pause est maintenant terminée. Donc,
Je vous inviterai là, à reprendre vos places pour qu'on puisse poursuivre avec notre dernière présentation, mais non la moindre. Donc, je vous le présente. Notre dernier présentateur, c'est Étienne Labarge-Huot. Il est étudiant au doctorat en sociologie à l'Université de Montréal. Et sa présentation s'intitule « Performer en consommant des substances, le cas de la finance ». Je lui passe le micro. Bonjour, donc je m'appelle Étienne Labarge-Huot, je travaille sur... Ça va? Ah non, c'est correct. Donc, je travaille sur l'éducation à la diversité pour ma thèse de doctorat en sociologie, mais là, je vais vous présenter le volet un peu finance de notre projet Smart Drug. Donc, d'abord, pour vous, qu'est-ce que c'est qu'un employé de la finance? Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des opinions sur les banquiers, les gens en finance? Des requins, OK. Des gros égos, oui, ça fait du sens. D'autres personnes? OK, donc des opinions très négatives. Donc, oui, pour moi, un employé de la finance, c'est vraiment Wall Street. Ce sont des gens qui sont dans un milieu super compétitif. C'est des gens, des fois, qui sont habitués de un peu contourner les règles. Si je me fie au film que j'ai écouté, c'est des gens qui sont toujours sur le party en train de consommer beaucoup de cocaïne. Donc, est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que c'est ça la vie d'un analyste financier? Bien, on va l'aborder ici un peu sous l'optique de notre projet qui est la consommation aux fins de performance. Et on va se demander qu'est-ce qu'il y en est de leur célèbre consommation de cocaïne, évidemment. Donc, un des aspects de notre recherche a été de faire une ethnographie sur un des plus grands forums utilisés par les employés de l'industrie. Donc, on a regardé dans les fils de discussion de moins de 10 ans, là où il y avait mention de mots-clés, de substances qu'on sait qui sont utilisées pour des fins d'amélioration. Et on est allé regarder les modalités, les raisons pour lesquelles les gens consommaient. Donc, l'analyse de forum, c'est vraiment intéressant. On ne peut pas poser des questions aussi approfondies que lorsqu'on fait des entrevues. Mais, par exemple, c'est comme s'asseoir dans un parc, écouter les gens parler. On a toutes sortes de discussions. Les gens sont très ouverts lorsqu'ils parlent de sujets qui sont des fois même très délicats. On a beaucoup de sujets sur lesquels les gens seraient plus réticents à parler à un chercheur, mais ils en parlent assez librement sur les forums. Et donc, ce sont des forums publics. Donc, c'est bien pour nous. On a pu en procéder à l'analyse. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un analyste financier? Bon, un analyste financier... ce sont surtout des gens dans l'industrie américaine du investment banking, c'est-à-dire la haute finance, Wall Street, etc. Et donc, un analyste financier, c'est évidemment quelqu'un qui va colliger l'information pertinente à la valuation des entreprises. Ça peut être des choses simples comme comprendre la valeur d'une entreprise, ou ça peut être des choses très compliquées comme développer des stratégies pour, par exemple, desservir les entreprises pour maximiser leur valuation, comme par exemple quel compétiteur acheter pour maîtriser tel ou tel secteur d'industrie. Donc, ce qui est pertinent pour nous, c'est surtout le fait qu'il y a une hiérarchisation dans ces endroits-là où on a les analystes, qui sont des gens débutants au bas de la hiérarchie. Eux, ils doivent maîtriser les chiffres, tout comprendre, tout connaître, et ils sont un peu aux ordres des gens qui sont plus élevés qu'eux, c'est-à-dire les associés ou encore plus élevés. Et ces gens-là, ce sont des gens qui sont en rapport avec les clients et qui vont devoir créer un narratif avec ces chiffres-là, souvent pour créer des pitchs pour aller chercher des entreprises, pour les rendre clients des grandes banques. Donc, à date, vous devez vous dire, bon, ça a l'air d'une job de 9 à 5, col blanc, pourquoi ces gens-là consommeraient? Il n'y a rien de spécial. En fait, c'est qu'ils ont des conditions de travail qui sont assez extrêmes. Étonnamment, il n'y a personne qui travaille, dans les fils de discussion qu'on a vus, il n'y a personne qui travaille en bas de 12 heures par jour, en bas de 70 heures par semaine, et ça va souvent beaucoup, beaucoup au-delà. C'est même un espèce de symbole de fierté de travailler plus de 100 heures, 120 heures dans une semaine. C'est des gens aussi qui
ont un horaire qui est très instable. Ils ne savent pas exactement quand est-ce qu'ils vont finir de travailler. Donc, là, ils peuvent commencer à travailler le matin, mais il peut y avoir toutes sortes de choses qui arrivent et c'est comme si leur journée commençait à 5 heures p.m. Et là, ils ne savent pas est-ce qu'ils vont pouvoir partir à 9 heures p.m., est-ce qu'ils vont pouvoir... Peut-être qu'ils vont partir à 2 heures a.m. en fait. Donc, souvent, ils ne le savent pas. Et c'est vraiment dû, entre autres, à cause du fait que dans la culture de ces entreprises-là, les gens qui sont seniors vont souvent ordonner des changements en fin de journée. Et là, les analystes en bas de l'échelle vont devoir essayer de faire tout ce qu'ils peuvent pour leur rendre, en fait, tout transformer le modèle et leur rendre quelque chose le lendemain matin. Mais ça, souvent, c'est très difficile et il n'y a aucune considération, en fait, pour le temps de ces gens-là. Est-ce que c'est vraiment possible ou pas? Donc, en fait, il y a une normalité dans ce milieu-là qui est la nuit blanche. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est quotidien, mais c'est quelque chose qui est vraiment récurrent et qui est considéré comme faire partie de la job d'un analyste financier. Donc, évidemment, les analystes financiers, ce n'est pas les seuls. On peut juste penser aux infirmières qui ont des conditions de travail quand même vraiment terribles aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce genre de situation-là? Évidemment, bien manger, bien s'alimenter, bien se reposer, s'assurer de sa forme physique ou prendre du café. Et c'est effectivement ce que la plupart des gens font, mais il y en a beaucoup qui n'y arrivent pas. Et pourquoi ils n'y arrivent pas? C'est entre autres une spécificité de cette industrie-là qui est une norme qui s'appelle le FaceTime. Et le FaceTime, c'est quoi? C'est de devoir paraître être toujours en train de travailler. Donc, c'est de devoir essayer de convaincre les gens autour de soi qu'on est entièrement disponible pour l'entreprise, pour notre équipe. Et en fait, malgré que c'est une industrie où les gens ont vraiment la liberté de leur horaire, les gens partagent à quel point, en fait, ils ont peur. Ils ont peur de quoi? Peur de prendre une pause, peur d'être vus loin de leur écran. Ils ont peur de ne pas travailler la fin de semaine. Et ils ont aussi peur de quitter avant leurs collègues ou leurs supérieurs. Donc, au centre de cette norme-là, il y a vraiment la structure de rémunération des gens dans l'industrie de la finance, où la majorité de leur salaire est en fait due au bonus. Et le bonus, c'est quoi? C'est évidemment une rémunération qui est basée sur une évaluation subjective des gens, une évaluation subjective par leurs supérieurs qui relève beaucoup en fait de la comparaison entre les employés. Donc, les employés doivent toujours s'assurer de ne pas être celui qui paraît le plus mal parmi tous ses collègues. Donc, ça, ce que ça fait, c'est ultimement qu'il y a une certaine partie des employés qui n'ont tout simplement pas le temps de prendre soin d'eux-mêmes. Et ça, évidemment, ça va les mener à la consommation. Donc, ils vont consommer plusieurs substances. On a ici les substances les plus mentionnées parmi les fils de discussion qu'on a analysés. Vous remarquez qu'on n'a malheureusement pas la cocaïne là-dedans. Pourquoi? Bien parce que la cocaïne, c'est pour le party. La cocaïne, c'est une drogue récréative et ce qu'elle pourrait procurer pour aider dans la journée de travail ou pour, mettons, rester réveillé, bien en fait, c'est procuré de façon beaucoup plus efficace et beaucoup moins chère par d'autres substances qui sont celles-ci, qui sont sur la liste. Donc, la première d'entre elles, ce sont les psychostimulants. Les psychostimulants, c'est utilisé pour généralement le trouble déficitaire de l'attention. Donc, c'est la substance qui est considérée la plus efficace généralement pour le type de travail. Pourquoi? Parce qu'elle est en fait très facile à obtenir. Donc, en tout cas, c'est l'opinion des gens sur les fils de discussion, évidemment. Donc, pourquoi? Parce que le trouble déficitaire de l'attention, c'est quelque chose qui est très largement diagnostiqué en Amérique du Nord. Et donc, les gens s'échangent un peu sur le forum, un peu des recettes à suivre, quoi dire, quoi pas dire aux médecins, pour pouvoir avoir le diagnostic de trouble déficitaire d'attention et de pouvoir avoir donc ces substances-là qui sont considérées très normales, très répandues. C'est cependant des substances qui sont considérées comme ayant beaucoup d'effets secondaires. Par exemple, le crash après l'effet stimulant. Ça peut être l'hyperfocalisation sur des tâches qui ne sont pas particulièrement pertinentes, en fait. Et ça peut être des choses comme de l'euphorie. Et ça, c'est toutes des choses qui ne sont généralement pas ressenties par les gens qui ont réellement un trouble déficitaire de l'attention. Donc, c'est vraiment pour ceux qui l'utilisent pour la performance. Un autre... Pardonnez-moi. Une autre substance très utilisée, c'est le modafinil. Donc, le modafinil, c'est quoi? C'est des
drogues qui sont, c'est des médicaments, pardon, qui sont utilisés pour les troubles de sommeil, par exemple la narcolepsie. Donc, cependant, c'est quelque chose qui est considéré très difficile à obtenir. Pourquoi? Parce que ces diagnostics-là sont généralement accompagnés de tests qui sont objectifs. Donc, par exemple, la narcolepsie, ça va être beaucoup plus difficile à avoir un diagnostic que quelque chose comme un TDAH. Donc, malgré le fait que ce soit difficile d'accès, c'est considéré comme la substance parfaite parce qu'elle affecte seulement l'éveil. Donc, elle n'a pas des effets stimulants, euphorisants. C'est vraiment quelque chose qui affecte uniquement l'éveil. Et donc, c'est pour ça que c'est considéré comme la substance parfaite. Et les gens qui en veulent doivent se tourner vers l'Internet, donc des sites un peu douteux, ou bien consommer des analogues de modafinil, qui sont généralement des substances qui ont une composition chimique similaire, des effets similaires, mais qui n'ont pas encore accroché l'œil des organismes de réglementation. Une autre catégorie très, très présente sont les nootropes. Ça, c'est des substances qui ont des effets psychoactifs de toutes sortes. Ça peut être l'amélioration de l'humeur, la réduction du stress, l'amélioration cognitive, l'amélioration de la mémoire ou des capacités sociales. Ce sont les effets que les gens rapportent. Ce n'est pas nécessairement démontré par la recherche, par exemple. Et ça, ce sont des substances parfois très connues, parfois qui viennent d'être développées, très nouvelles. C'est généralement très facilement accessible sur des sites tout à fait légaux. Cependant, c'est un peu plus consommé comme un stimulant plus léger, comme du café. Donc, c'est pour les gens qui vraiment veulent éviter d'aller dans le sérieux de consommer un médicament pour pouvoir rester éveillé, par exemple. Et donc, ces effets-là sont beaucoup plus légers que les deux autres catégories qu'on a vues jusqu'ici. Et finalement, les psychédéliques, les psychédéliques, mon Dieu, les psychédéliques en microdose, donc ça, ce sont des champignons magiques, de la psilocybine. Ça, c'est consommé pour vraiment relaxer, réduire le stress, avoir un sentiment de bien-être. Et c'est genre illégal, donc les gens ne discutent pas comment ils s'en procurent, mais cependant, j'ai perdu mon fil. Donc, c'est ça. Donc, ils ne discutent pas d'où est-ce qu'ils s'en procurent, mais c'est quelque chose que tout le monde s'entend pour dire que ce n'est pas particulièrement bon pour une journée de travail. Mais c'est un peu contradictoire parce que les psychédéliques en microdose, c'est quelque chose qu'on est censé prendre un peu régulièrement pour ressentir les effets à long terme. Donc, voilà. Donc, en conclusion, la consommation pour performance dans le milieu de la finance, ce n'est pas une consommation qui est très positive, récréative, comme les films pourraient nous le faire croire. C'est une consommation, en fait, qui est très sérieuse, réfléchie, et qui est un peu une consommation défensive là, pour résister à l'effet là, des normes du milieu puis des conditions de travail qui sont particulièrement difficiles. Merci. Merci, Étienne. Donc, même principe pour les questions. Vous pouvez y aller à main levée. Oui, merci. Merci pour la présentation. Moi, j'avais en fait une question à savoir, parce que de ce que je comprends, c'est qu'au méthodologique, c'est surtout comme sur des forums, puis par le biais d'entrevues, vu que c'est quand même des sujets encore tabous puis stigmatisés. Mais je me demandais, est-ce que dans vos recherches actuelles ou futures, vous pensez étudier le lien entre la consommation de drogue puis les effets au niveau de la santé mentale? Puis est-ce que aussi il y a comme une portée plus quantitative aux études qui sont en cours à venir? J'étais curieuse d'en savoir un peu plus sur le sujet. Oui, c'est très intéressant. Mais par exemple, une des avenues de recherche intéressantes en ce moment, ce sont la consommation de psychédéliques en microdose, où justement là, un des motifs principaux, c'est l'amélioration de la santé mentale en général, et où là, on va avoir des gens qui vont consommer, qui vont le faire dans une démarche d'amélioration de la santé mentale, mais aussi en conjonction avec parfois des thérapies. C'est des gens qui vont utiliser beaucoup le langage thérapeutique, parfois c'est le langage du self-help, etc. Donc, ça, c'est une des avenues qui est intéressante, sur lesquelles on travaille un peu.
Mais, donc, je ne sais pas si ça répond un peu à Oui, votre absolument. C'est question. quand même une question assez large, là, mais oui, ça répond. Merci. Merci. D'autres questions? Ben, tantôt, tu as parlé des gens qui simulent un TDAH, puis qu'il y a des gens qui leur donnent une recette pour quoi dire, quoi ne pas dire, mais en vérité, quelqu'un qui a vraiment un TDAH aurait tendance à oublier, non? Aurait tendance à oublier quoi? À oublier ses symptômes, non? Oui, c'est ça, mais ça relève des médecins, là, puis c'est quelque chose qui est beaucoup plus large que juste le domaine de l'industrie de la finance. C'est un peu la question du surdiagnostic de TDAH, du fait que au Québec, on a eu des chiffres comme quoi on est parmi ceux qui diagnostiquent le plus cette condition-là. Mais c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup en Amérique du Nord. Donc en Europe, les chiffres sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moindres. Mais là, on a un milieu de travail là, qui est vraiment américain, puis donc c'est une très grande facilité d'accès. Mais il y a des gens qui viennent de d'autres continents, par exemple l'Europe, et qui trouvent, par exemple, que les discussions qui concernent les psychostimulants, par exemple, sont absolument absurdes. Ils ne comprennent pas pourquoi ce genre de choses est aussi ouverte dans ce milieu-là. Donc, c'est largement une population américaine, mais c'est quand même un forum public, donc il y a des gens de partout à travers le monde qui viennent commenter ça. Oui, moi, ma question, c'était, tu disais qu'en finance, ils avaient tendance à paraître performants, ils voulaient montrer qu'ils étaient professionnels, mais le fait de consommer des substances faisait que ça allait les aider à paraître professionnels, mais ça ne les rend pas plus performants. Non. C'est ça, donc en fait c'est un problème, c'est un peu un problème vicieux, c'est qu'ils consomment pour paraître performants et ils entrent dans le système de tout le monde va rester le plus longtemps possible au travail et paraître au travail, alors que s'ils changeaient juste c'est facile à dire, mais changer la manière de travailler moins mais mieux, ils n'auraient pas besoin des substances. Mais c'est ça, en fait, l'obligation de paraître travailler, c'est quelque chose qui fait en sorte que les gens en fait n'ont pas le temps de prendre soin d'eux-mêmes. Et c'est le fait qu'ils ne peuvent pas, par exemple, se reposer convenablement, juste prendre une pause, 15 minutes, aller marcher, clarifier son esprit, revenir travailler. Au niveau d'un travail comme, justement, gérer des chiffres devant un écran, c'est quelque chose qui serait extrêmement favorable. Mais c'est le genre de choses que, justement, les employés les analystes, vraiment, ceux qui sont les plus au bas de l'échelle, ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas le temps de le faire et ils ne se permettent pas de le faire non plus. Donc, c'est là que, justement, le besoin d'accès aux substances ressort le plus, entre autres. Et donc, par exemple, l'effet de ces substances-là va aider effectivement à la productivité. Donc, il y a un effet sur l'éveil, il y a un effet sur la cognition, de l'usage du modafinil, de psychostimulants, etc., de certains nootropiques. Et donc, ça, au niveau des tâches qu'ils ont à faire, ça va quand même venir contribuer positivement à ces tâches-là. Génial. Donc, merci d'avoir bien participé là, à cette période de questions-là. Maintenant, j'inviterai là, les deux autres présentateurs, Joanne et Benjamin, à aller sur scène. Vous allez pouvoir leur poser d'autres questions. Si vous aviez eu des questions par rapport à leur présentation précédemment, vous n'avez pas eu le temps de les poser, maintenant, c'est le moment là, de le faire. Donc, vous pouvez vous passer le micro là, pour répondre. Super. Juste avant de poser votre question, dire à qui elle s'adresse. Merci. Ma question s'adresse à Benjamin. En fait, désolée, je pense que le son coupe un petit peu. Je me demandais si, dans vos recherches, vous aviez remarqué une tendance, dans le fond, au niveau de la consommation. Est-ce qu'elle est plus présente? Est-ce que la consommation est plus présente chez les instrumentistes à cordes ou les instrumentistes à vent? Est-ce que vous avez observé une tendance par rapport à ça? On peut l'utiliser, mais Non, ça c'est difficile à dire. Ce qu'on sait en fait, c'est plutôt les contextes dans lesquels on va consommer. Et effectivement, des gens qui vont avoir des performances en solo pendant un orchestre, eux, ils vont en consommer un peu plus. Ce qui fait que si par exemple vous êtes premier violoniste, etc., puis que dans une œuvre à jouer, vous devez avoir un peu plus la lumière sur vous, c'est des moments où éventuellement vous allez consommer des bêta-bloquants plus fréquemment.
Mais sinon, entre les différentes sections de l'orchestre, non, on n'a pas d'informations hyper détaillées là-dessus, malheureusement. Oui, c'est sûr. Mais de toute façon, il y a des différences même de culture entre les différentes sections à fond. Et puis il y a aussi des fois des rivalités. Il y a des réputations qui viennent avec toutes ces sections-là. Donc moi, je ne serais pas surpris s'il y avait une consommation vraiment différenciée. Simplement, je n'ai pas eu de témoignage là-dessus, c'est tout. Je vais essayer de pas de fider. OK. Ouais, ça devrait être bon. On a parlé des milieux, restauration, musique. Je pense que dans la salle, il y a quand même beaucoup de gens qui sont à l'université. Puis je voudrais savoir, est-ce que vous avez des échos de ce milieu-là? Est-ce des gens qui prennent du Ritalin pour mieux performer à leurs examens d'une heure? Ce genre de scénario, est-ce que vous l'avez rencontré? Ben, en fait, on n'a pas travaillé directement là-dessus, mais c'est ce qui est le plus connu. C'est clair que c'est très courant, en fait. Ben, plus que ce qu'on peut s'imaginer, là. Que c'est même, en fait, dans les études américaines, ce qu'ils disent, c'est que c'est tellement banal que, dans le fond, les gens qui en prennent en font pas de cas, en fait, tu sais. En prendre d'une manière ponctuelle. Puis la grande question, ce que je posais la question tout à l'heure, est-ce que c'est du dopage? Mais tu sais, est-ce que de prendre, mettons, du Ritalin ou du Concerta à certains moments, tu sais, et pas d'une façon régulière, est-ce qu'on est dans un processus de dopage ou pas? Est-ce que c'est de la tricherie? Il y a eu beaucoup d'études en bioéthique autour de ça. Est-ce que dans le fond, tu sais, est-ce que c'est grave ou pas grave? Puis je dirais qu'en général, les gens et les étudiants, entre autres, ils sont plus préoccupés par est-ce que c'est dangereux ou pas dangereux? Parce que si c'était pas dangereux, ben pourquoi pas, tu sais, dans le fond. Fait que... Ouais, juste des avantages. Puis, tu sais, pour la question, est-ce que c'est du dopage? Dans le fond, au final, c'est des molécules qui viennent avoir un effet sur le cerveau. Est-ce qu'on dirait ça de quelqu'un qui décide « Ah, je me prends 10 cafés avant mon examen », mais là, c'est prescrit, tu sais, fait que c'est différent. Oui. Ben, en fait, c'est ça. Il y a beaucoup de débats aussi sur c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qui est bien puis qu'est-ce qui est pas bien. Tu sais, les bioéthiciens ont beaucoup travaillé là-dessus. Est-ce que le fait de prendre justement du café qui stimule, c'est pire que de prendre quelque chose comme ça? Où est-ce qu'on met la ligne, en fait? Pareil, en fait, même il y en a qui disaient, ben, est-ce que de prendre des cours privés, mettons, ou des leçons privées, tu sais, pour être, tu sais, se mettre à niveau ou plus qu'à niveau, est-ce que c'est tricher ou pas tricher? Tu sais, dans le fond, ça, c'est accepté, mais il y a d'autres choses qui ne sont pas acceptées, mais bon. Donc, il y a des débats comme ça, mais pour nous, je pense que, tu sais, nous, on ne veut pas porter de jugement sur ces usages-là en tant que tels, parce que, dans le fond, ce qu'on pense, c'est que c'est beaucoup les conditions de travail, les conditions d'études, la pression qui est mise à la performance puis à la productivité dans nos sociétés qui conduit à ça. Et de mettre la focale juste sur les personnes qui utilisent des substances pour juste, des fois, se tenir à niveau ou bien un peu plus. Est-ce que... pour moi, ce n'est pas vraiment la solution. Il faut réfléchir à comment ça se fait que, dans le fond, c'est de plus en plus répandu, en fait. Comment ça se fait que, de plus en plus, on se sent presque obligé d'en prendre, finalement, pour arriver même à répondre à des conditions. Alors, Benjamin parlait tout à l'heure, avant les auditions, par exemple, en musique. Mais tu sais, si tout le monde en prend, puis que toi, tu n'en prends pas pour l'audition, tu sais. Mais si tout le monde en prend, tout le monde est meilleur techniquement. Donc, tu n'as pas vraiment le choix. C'est beaucoup plus ça, tu sais. C'est un phénomène plus de société, en fait, que juste des individus. C'est pour ça, en fait, la question que je posais, parce que, bien, ça, c'est mon opinion, mais je veux dire, parce que de parler de dopage, c'est un peu de mettre la faute sur les individus. Tu
tu sais. Alors que c'est peut-être le système, dans le fond, qui est problématique, là. Oui. J'avais... Je pense qu'il y a... C'est ça, oui, oui. Moi, j'en avais justement dans cet ordre d'idée-là. Tu sais, est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Parce que si c'est un changement de société qui doit s'opérer pour ça, est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce qui pourrait être mis en place pour peut-être... puis est-ce qu'on doit mettre des choses en place, dans le fond, pour pallier à ça ou pas? Tu sais? Je ne sais pas si c'était clair. Oui, mais je ne sais pas vous autres, là, mais moi, je pense que déjà prendre conscience de ça, c'est déjà quelque chose. Puis comme on disait, c'est quand même tabou dans tous ces milieux-là. Donc on en parle, on le sait, puis on ne le sait pas. T'sais. On en parle, mais on n'en parle pas trop. Donc, puis même, dans le fond, il y a des employeurs, je pense même en finance, qui sont contents, en fait, d'avoir des employés qui travaillent jour et nuit. Pour eux, c'est merveilleux, ça. Donc, tu sais, il y a quand même... Les options qu'on peut mettre en place pour essayer de lutter contre ça c'est difficile parce que justement c'est une question de société, fait qu'on n'a pas nécessairement envie de dire aux gens quoi faire non plus, on a envie plutôt d'en discuter. C'est pour ça que dans le milieu de la musique, c'est pas mal qu'ils essayent d'investir l'espace public avec cette question des bêta-bloquants. Mais autrement, effectivement, s'il faut revoir notre rapport à la productivité et à la performance, c'est quelque chose de très culturel ici, puis qui va se faire de façon beaucoup plus subtile et à très long terme en général. Et qui va impliquer éventuellement, par exemple, de questionner notre mode de production. Parce que c'est ce mode de production qui amène des compagnies et des employeurs à demander toujours plus de productivité. Ou dans le cas de la musique classique, c'est parce que vous avez finalement assez peu d'argent qui circule dans cette industrie-là, qui va mettre les gens en précarité et donc qui va les mettre en concurrence. Et vous avez toujours la personne qui va avoir envie de faire un peu plus que le voisin. Et donc si, par exemple... Hop là, c'est pas mieux. Ouais, on peut peut-être enlever le diapo. C'est bon? Mais en musique, bon, là aujourd'hui, on a parlé un peu des... on a parlé des gens qui travaillent dans des orchestres. Mais en fait, quand vous n'avez pas un poste dans un orchestre, ça devient vraiment la jungle. Vous êtes pigiste, vous allez de contrat en contrat. Et en fait, ça met les employeurs dans une position vraiment de force. C'est-à-dire que normalement, vous avez un syndicat, la Guilde des musiciens, qui a une convention collective qui dit vous devez être payé un minimum, vous devez être un peu accompagné pour ne serait-ce qu'acheminer les instruments dont vous allez avoir besoin. Mais à cause du fait qu'il y a tellement de rivalité et de concurrence là-dedans, vous allez toujours trouver un musicien qui va avoir besoin d'un 150 balles ici ou d'un 200 balles ici. Et donc souvent, vous êtes payé en dessous de ce salaire minimum. Et parfois même, vous êtes payé avec des consommations ou avec simplement le droit d'aller voir un concert ensuite, etc. Donc il y a tout un espèce de système et tout un espèce de rapport de force ici qui n'est vraiment pas à la faveur des personnes dont on a discuté ici, y compris dans le milieu de la finance, qu'il faudrait essayer de revoir. Et là, c'est vraiment comme la répartition des richesses. Hein. Écoute. Ce serait vraiment de revoir, si je comprends bien, ce serait bien vraiment de revoir comme notre modèle, puis comment est-ce qu'on voit la performance comme société, là. Bien, je pense que dans le milieu de la finance, c'est particulièrement saillant aussi, là, en même temps, là, la compétition et tout ça. Mais oui, notre modèle de société, mais ça, c'est comme large, là. Mais aussi, même les intervenants qui s'inquiètent, mais qui voient ça comme du dopage ou comme, un début de toxicomanie ou tout ça. Il y a beaucoup d'intervenants qui interprètent ça de cette façon-là. Puis ça aussi, là, je pense, c'est un peu problématique. Mais au niveau de la finance, Étienne, peut-être que ça sert le milieu de la finance. Oui, absolument. Dans le milieu de la finance, en fait, on a un exemple d'un milieu où on essaye de s'assurer que les employés restent au bureau et ne partent pas chez eux carrément. Donc, c'est vraiment un milieu où on va... Par exemple, on va leur payer des soupers de grands restaurants, mais juste à partir d'une certaine heure. Puis là, à un moment donné, si on voit que c'est trop populaire, bien là, l'heure, elle va bouger. C'est plus 10 heures PM, ça va être à 11 heures PM. Et il y a toutes sortes de choses, comme par exemple, on veut vraiment que les gens se sentent bien. Donc, évidemment, il y a tout cet aspect des milieux, les milieux ouverts, les milieux mode de vie. Mais, par exemple, dans le milieu de la finance, ça va être de ramener les gens chez eux. Donc, mettons, tu finis à 2 heures du matin, il faut que tu rentres chez toi. Comment tu vas faire? Bien, il y a une limousine qui va venir te chercher, qui va te ramener directement chez toi. Tu vas pouvoir dormir ton 4 heures et on va ensuite
tu reviens travailler. Donc vraiment, c'est un milieu où on s'assure que les gens restent là et certainement, c'est un milieu qui est très difficile de réguler. D'ailleurs, ils ont essayé de réguler le milieu de la finance et donc une expérience assez célèbre où justement, ils ont voulu forcer je pense, une journée de fin de semaine protégée pour les employés de la finance parce que ces gens-là travaillaient 7 jours sur 7. Et malheureusement, ce que ça a fait, donc, il y a eu une étude qui est assez intéressante où ils analysaient ils ont analysé, par exemple, les déplacements de taxi. Puis en fait, ce qu'on a vu, c'est que toutes les heures travaillées dans la semaine, qui étaient réparties sur les 7 jours, maintenant sont réparties sur juste 6 jours. Donc, oui, OK, on va respecter la loi, mais les employés vont quand même travailler autant d'heures. Donc, on voit que c'est quand même très, très, très difficile d'intervenir sur ce genre de milieu d'industrie. C'est fou. On va passer à une autre question, mais c'est super intéressant, là. Oui, je déborde peut-être un petit peu du sujet, mais bon, moi, je suis sensibilisée. Je suis dans le milieu de l'éducation, préscolaire, primaire, secondaire, tout ça, ça me touche beaucoup. J'ai retenu plusieurs arguments de Joanne, mais aussi d'Étienne, je crois, à l'effet que le Québec, je pense qu'il est le champion des TDAH au Canada, là. Puis 4 fois plus que le reste du Canada ou quelque chose comme ça. Il y a eu une commission parlementaire en 2019 au Québec qui a montré clairement, effectivement, que champion du TDAH, ça veut dire des prescriptions aussi de médicaments. À quoi vous attribuez ça, en fait? Parce que j'ai ma théorie, là, mais peut-être un peu à côté. Moi, c'est très centré sur le milieu scolaire, mais je voudrais savoir, ça touche d'autres milieux. Ça touche, vous dites, le milieu de la finance, le milieu de la cuisine, etc. Ça touche maintenant les diagnostics tardifs. Mais les enfants d'âge scolaire, là, c'est 25 je pense, au Québec, là, qui sont affectés par ce diagnostic-là. Fait que je voudrais savoir, c'est quoi votre hypothèse, là? Comment vous l'expliquez? Bien, pourquoi le Québec? C'est vrai que, comme on disait, il y a des dimensions culturelles. Tu sais, le Québec, les États-Unis, l'Amérique du Nord, puis pourquoi le Québec? Je pense, là encore, c'est une question de système, en fait, puis de sensibilité. Mais moi, si je regarde, parce que j'ai regardé, j'ai étudié les pratiques de prescription des médecins, puis là, un peu dans le temps aussi, là, depuis les années 60 et tout, puis il y a des modes, il y a des engouements, là. Tu sais, par exemple, le Valium, tu sais, ce qui était un anxiolytique, là, en 1975, c'était le médicament le plus prescrit au monde. Fait que quand c'est sorti sur le marché, là, tous les médecins se sont mis à le prescrire, et bon... Puis là, je pense qu'on est un peu victime de cette de mode, en fait. Puis probablement que le milieu scolaire, en ce qui concerne le TDAH, a joué un rôle. Je pense qu'il y a certainement des études qui montrent un peu qu'à un certain moment, on s'est mis à vouloir identifier des enfants qui sont un petit peu plus turbulents et puis tout ça, puis les envoyer finalement se faire diagnostiquer. S'il n'y a pas un diagnostic en bonne et due forme qui se fait, je ne sais pas, là, par un neuropsy ou tout ça, ben, je veux dire, c'est sûr que le médecin ou le médecin de famille, il peut éventuellement peut-être prescrire. En tout cas, il y a eu des périodes où c'était comme ça. Maintenant, ils sont plus sensibilisés par rapport à ça, mais par contre, par rapport à d'autres types de médicaments, ils sont moins. Tu sais, c'est ça. Il y a beaucoup une question de valeur. Mais je ne peux pas dire plus, en fait, je ne sais pas, là. Mais je pense que le milieu scolaire aussi a à faire. Puis qu'est-ce qui se passe dans le milieu scolaire? Il manque de ressources, tu sais. Fait qu'est-ce qui se passe quand il manque de ressources? Il y a des médicaments. C'est pareil pour tous les problèmes de santé mentale, tu sais. On est dans une société où le système, au niveau des ressources en santé mentale, est dramatiquement pauvre. Ben, ça fait quoi? Ben, je veux dire, si tu ne peux pas voir un psychologue parce que ça coûte cher puis parce qu'il n'y en a pas qui sont disponibles, ben, c'est quoi? C'est le médicament qui est toujours la solution. Fait que, ça déborde vraiment juste cet aspect-là, mais ça fait que les médicaments, ils sont un peu partout, puis ils jouent des rôles, puis ils sont beaucoup moins coûteux en bout de ligne que des ressources autres. Bon. Ça va être pas mal tout pour la période des questions. Nos présentateurs vont rester là, après là, pour répondre à vos questions. Vous pourrez aller leur jaser là, en bonne et due forme.
Donc, je m'en reviens, mais merci vraiment beaucoup pour votre disponibilité, pour vos réponses aux questions. C'était vraiment super. Donc, une bonne main d'applaudissements là, pour nos présentateurs.